Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Comme cela s'est précisé dans le rapport, donc, le RSA est en place depuis 2008. Donc on a vécu quand même des moments assez intenses et des discussions assez fortes sur le sujet. Auparavant, on était dans un dispositif déjà d'insertion qui s'appelait le RMI. Aujourd'hui, la loi 3DS permet aux départements d'être volontaires pour expérimenter et rejoindre ainsi les deux départements métropolitains que sont la Seine-Saint-Denis et les Pyrénées-Orientales, mais également les départements ultramarins. Madame la Présidente, vos prédécesseurs ont longtemps revendiqué cette reprise en main par l'État. Alors ils auraient été entendus, on pourrait l'interpréter comme ça. Cependant, il ne suffit pas de réclamer à corps et à cri un retransfert du RSA à l'État pour que les choses puissent s'améliorer et qu'on puisse s'en dédouaner. Je pense qu'on a aussi, de par notre compétence sociale, quand même une vraie raison de s'intéresser au public bénéficiaire du RSA. Il est important justement de mesurer l'efficacité du dispositif. Moi, je n'ai pas entendu dans l'intervention de notre collègue qui vient de présenter ce rapport qu'il y avait des choses nouvelles, importantes, qui allaient permettre aux bénéficiaires du RSA de pouvoir sortir du dispositif, puisque c'est là l'objet essentiel. Je pense que le débat, c'est pas de savoir qui paye, c'est de savoir est-ce que les bénéficiaires du RSA seront moins nombreux et seront mieux considérés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Pour moi, la question, elle est là. Donc ce transfert est sans doute intéressant, mais s'il n'évolue pas, s'il ne permet pas de traduire sous cette forme-là donc, le nouveau dispositif, ça n'a aucun intérêt. Moi, si je fais référence à vos prédécesseurs, des deux mains, je voterai ça, puisqu'ils ont été tellement véhéments dans cette Assemblée pour revendiquer la recentralisation que finalement, on était presque obligé d'être convaincus. Donc, mais je m'interroge tout de même et je reviens sur un certain nombre de dispositifs. Nous avons aujourd'hui donc cette possibilité de recentralisation, mais pourtant les éléments de nos rapports successifs tous les ans, on voit que les bénéficiaires du RSA, le chiffre se stabilise. Donc ça interpelle, puisque dans le dispositif qui est prévu, il y a aussi une reprise des financements de l'État. Donc sur certaines dotations qui nous étaient accordées pour cette politique-là, donc il y a une reprise qui va être faite, qui sera figée. Donc s'il y a moins de bénéficiaires du RSA, on aura aussi beaucoup d'inquiétudes par rapport aux recettes qui nous seront encore disponibles. Dans le rapport, vous faites référence également à quelque chose qui est historique, c'est-à-dire que le rapport précise que les départements se sont vus contraints de consacrer à l'insertion 17% des dépenses effectuées au titre de l'allocation. Donc aujourd'hui, quand on voit qu'il y a 145 millions ou 135 millions le montant qui est nécessaire pour cette politique-là, on est très loin des 17%. Je vous laisse faire le calcul. Et en dissociant le financement de l'allocation du RSA de la gestion de la politique d'insertion, nous n'allons pas accentuer le déséquilibre. Je crois qu'au contraire, une fois qu'on est plus responsabilisé, donc on n'aura plus cette motivation à faire en sorte qu'il y ait moins de bénéficiaires du RSA, même avec de la bonne volonté. Je crois qu'il y a toujours le problème de la carotte, quoi. Donc si on a plus cette contrainte, donc évidemment, je pense qu'on sera moins performant. Dans le rapport, vous évoquez le rapport Klein-Pitola, et je crois qu'il répondait en partie à cette problématique, puisqu'il prenait en compte le problème en instaurant un bonus-malus financier en fonction de l'engagement. Je ne vois rien qui fait référence à une telle obligation de résultat dans le document proposé. Pourtant, ça me semble pertinent, je le répète, sans une telle contrainte, le nombre de bénéficiaires ne diminuera pas. Au contraire, je pense qu'il augmentera. Alors évidemment, il est précisé que des discussions auront lieu au fil du temps.
sans doute, c'est nécessaire, mais ça mérite. Je crois qu'il faut que les choses soient claires dès le départ. Les discussions après, on affine, on assure des choses à la marge. Alors, vous évoquez les crédits dégagés par cette recentralisation que nous pouvons mettre en œuvre pour accompagner les allocataires. Vous vous interrogez sur les éléments budgétaires retenus. Moi, je pense que de toute évidence, ce ne sera pas le budget primitif qui va être pris en compte, puisqu'on sait tous que les budgets primitifs, ce ne sont pas des chiffres réels. Donc, il est quasi certain que ce qui sera retenu, c'est le compte administratif. Donc, l'intérêt financier, aujourd'hui, il ne serait que de 600 000 €. Donc, c'est une somme modique, alors qui va aussi nous obliger, enfin, vous nous obligez, mais je pense que de ce que j'ai entendu, il y aurait des créations d'emplois. Il faudrait conclure, s'il te plaît. Et sur les, comment ? Moi, je veux bien, moi, mais je viens plus dans l'Assemblée. Moi, si je peux plus m'exprimer, je suis pas venu ici pour écouter. Je suis venu aussi pour dire des choses. Et même si les choses ne vous font pas plaisir. On est d'accord, mais il faut qu'on ait un équilibre dans les durées d'intervention, c'est tout. Moi, je m'en vais. Hein. Moi, je m'en vais. Non, mais c'est un sujet majeur. Un sujet majeur, bon, on ne peut pas s'exprimer. Je ne suis pas de ceux qui abusent le plus de la parole dans cette Assemblée. Donc, pour une fois que j'ai la possibilité de le faire, laissez-moi faire. Et puis, après, vous ferez ce que vous voudrez. Mais où on change le règlement de cette Assemblée. Mais si c'est pour être là, béni oui, non, comptez pas sur moi. Donc, le système est donc assez pervers. Alors, je pense aussi que la création des postes nouveaux qui pourraient être mis en place, ils vont l'être pour 4 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait au bout des 4 ans? C'est une question, elle ne s'est pas abordée dans le rapport. Alors, je voudrais aussi, comme mon collègue, faire référence à la Cour des comptes. Dans un rapport important qui a été consacré au RSA le 13 janvier, la Cour des comptes considère que le RSA contribue bien à la diminution de l'intensité de la pauvreté, tout en incitant à la reprise d'une activité. Ce rapport liste pourtant des points faibles, le non-recours, l'insuffisance de l'accompagnement, trop peu de bénéficiaires d'un contrat d'engagement réciproque et dans les faits, un difficile retour à l'emploi. Parmi les 17 recommandations de la Cour, il y a celle de conforter les départements dans leurs responsabilités. Pas question pour les sages de cette institution de renationaliser le financement de la prestation. Et dans son rapport, la Cour reconnaît au RSA 2 mérites majeurs. Donc, elle considère qu'il ne permet pas à lui seul de sortir la pauvreté, mais le RSA protège les bénéficiaires d'une très grande pauvreté. Le deuxième succès du RSA est l'incitation monétaire à l'activité qui fonctionne grâce à la disparition des effets de seuil à la sortie. Le RSA a mis fin aux situations de trappe à inactivité. Alors, conformément à la volonté du législateur, et contrairement à une idée reçue tenace, il est toujours gagnant, hors rémunération occulte, de reprendre une activité avec le RSA, y compris à mi-temps. Cet avantage a même été amplifié depuis 2019 par l'augmentation de la prime activité. Donc ceux qui souhaitent que le RSA évolue vers une allocation universelle se trompent de cible, à mes yeux. En déconnectant l'allocation RSA de l'accompagnement social et professionnel, on enferme les bénéficiaires dans l'assistanat. Alors, Madame la Présidente, avez-vous une réponse à mes interrogations? D'autant plus que nos objectifs étant de rendre le retour à l'emploi plus rémunérateur que le maintien dans l'assistance et lutter plus efficacement contre la pauvreté. Alors, le rapport vient, selon l'Association des départements de France, conforter l'idée selon laquelle la centralisation à la carte du financement de l'allocation ne constitue pas une réponse soutenable, et c'est le président de l'ADF qui le dit. Madame la Présidente, vous comprendrez que ma position n'est pas un refus, mais c'est surtout des interrogations, et je n'ai pas eu pour l'instant des réponses suffisantes, et nous avons besoin d'être convaincus. Donc j'écoute avec attention les réponses que vous pourrez apporter, et je vous dis que pour moi, l'ambition, c'est de faire mieux. Voilà. Merci.